Bonsoir à tous. Les salaires des riches, les inégalités, l'avènement de l'ADN, les disparitions, les enfants de Daesh, autant de thèmes bien différents que nous avons choisi de traiter dans notre émission cette année. À l'occasion de ce dernier numéro de la saison, on va revenir sur chacune de ces enquêtes, mais pour une fois, tous les reporters de l'émission seront avec moi sur ce plateau, dans nos fauteuils. Alors, à tout de suite pour ce 435e numéro de Complément d'enquête. Benoît Duquesne, le créateur de l'émission, avait l'habitude de dire que Complément est avant tout une émission de reporters. Alors ce soir, ils sont tous avec moi sur ce plateau, un dispositif particulier. Tous viendront parler de la difficulté d'enquêter et de ce qui s'est passé depuis la diffusion de leurs reportages. On nous demande souvent comment on choisit nos enquêtes. Eh bien ce soir, on va tenter de vous l'expliquer. Par exemple, regardez, les Gilets jaunes, c'est évidemment l'une des images marquantes de la saison en novembre dernier, avant même le début du mouvement. Et sans se soucier de l'ampleur qu'il allait prendre, on avait fait le pari de lancer une enquête sur le trafic de carburant en Europe, de vous montrer cette image insensée captée par Thomas Lelon de trafiquants qui parviennent à voler de l'essence en pleine nuit à l'aide d'une simple télécommande, une scène qui illustre la réalité d'un carburant devenu trop cher pour beaucoup. Cette vaste enquête sur l'essence vendue au marché noir nous avait conduit aussi jusqu'à Malte avec Louis Milano-Dupont. Malte, plaque tournante, c'est là que les tankers débarquent leur cargaison, parfois illégalement. Et puis en décembre, avec en toile de fond toujours la crise des Gilets jaunes, on vous avait proposé une émission sur la haine de l'État avec ses radars, ses préfectures et ses parlementaires pris pour cible. Un État assiégé, c'était le titre de cette enquête. Sébastien Lafargue a pu suivre une opération commando. En voici un extrait et on retrouvera bien sûr Sébastien Lafargue juste après. Tout le monde est en place là? Ouais, c'est bon. La cible de la soirée, c'est l'unique radar automatique des environs. Pour eux, le symbole même du racket de l'État. Mais il semblerait que d'autres gilets jaunes soient passés avant eux. Bah, il a déjà été fait. Ouais, mais on lui vide le rouleau sur la gueule. Ouais, de toute façon. Cette fois, c'est sûr, le radar est hors d'usage. Puis le commando met le cap sur son dernier objectif, dans la petite ville de Segré. Opération maçonnerie. Parpaing, ciment, ils dressent un mur pour empêcher l'accès à la sous-préfecture de la ville. Il y a tous les parpaings là. Hein? Il y a tous les parpaings. C'est ici dernier. Ne reste plus qu'à apposer la touche finale. Il est 3 h du matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, qu'il y en a marre de toutes ces taxes et tout ça. Il y en a plus que là. Donc là, c'est symbolique. Hein. Le mur, voilà, il peut s'enlever facilement. Il n'y a pas de dégradation. Mais ça représente vraiment l'état d'esprit du moment. Et ça, c'est adressé à qui? À Emmanuel. Au président de la République. Oui, Emmanuel Macron. Ouais. Des actions comme celle-ci, il y en a eu des dizaines partout en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cible numéro 1, les centres des impôts, avec déjà plus de 130 sites touchés par des incidents. Des bâtiments publics vandalisés, des dégradations et parfois des actes criminels, comme au Puy-en-Velay le 1er décembre, quand des manifestants en colère ont mis le feu à la préfecture, alors occupée. Les manifestants ont d'abord voulu entrer de force dans la cour. Le préfet a donné l'ordre aux gendarmes de les déloger. La frustration des manifestants d'avoir été rejetés de la cour d'honneur de la préfecture a déchaîné une violence inouïe, avec des attaques multiples, consécutives, incessantes à l'égard des forces de l'ordre. Dans la rue, c'est le chaos. Des casseurs et des gilets jaunes perdent tout contrôle. Personne ne s'y attendait. Personne n'avait jamais vu ça. Mai 68 avait connu des débordements, mais jamais un niveau de violence d'une telle nature. C'était pas possible à prévoir. Nous avons attaqué le feu de l'intérieur avec les moyens disponibles et les équipements individuels,
Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu des cris. Vous allez griller comme des poulets. Et donc là, on s'est dit que cette foule avait la volonté de tuer, car ils savaient que nous étions dans les locaux, qu'il y avait des fonctionnaires en activité dans les locaux. Ça va, Cécile? Ça va, monsieur le préfet. Très bien. À 64 ans, l'homme a le cuir solide. Mais aujourd'hui, il est atteint. Depuis l'incendie, il garde précieusement les lettres de soutien reçues par dizaines. Ça, c'est une personne que je ne connais pas. Les récents événements du samedi 1er décembre ont placé la ville du Puy-en-Velay et sa préfecture en devant de la scène. L'autorité de l'État et son préfet ont été visés. Dans cette épreuve extrême, je pense que vous avez monté... Pardon, je reprends. Je pense que vous avez montré un sang-froid et une dignité qui font honneur à tous les citoyens de la ville. Excusez-moi. Voilà. Elle est importante, cette solidarité? Essentiel. C'est le sens de notre action. Sébastien Lafargue, comme promis, on se retrouve avec vous sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de ce reportage, de cette enquête. Comment vous avez fait pour convaincre le commando d'accepter votre présence? C'est vrai que ce n'était pas forcément gagné au début. C'est un certain travail d'approche. Il y avait en fait un peu de méfiance en fait, à notre égard. C'est cette défiance aussi qu'il y a eu vis-à-vis des journalistes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc je me rappelle très très bien en fait aussi du contexte. C'était la nuit. Vers 22h, on doit présenter nos cartes de presse, on vérifie nos identités, puis on nous amène dans une maison, dans un village. Vous ne savez pas très bien ce que vous allez filmer en fait à ce moment-là. Non, on va découvrir. On a une petite idée, mais on ne connaît pas le programme détaillé de la soirée. Ils vous disent c'est une opération commando, mais sans plus, c'est ça? Exactement. Donc pendant 2 heures, discussion à bâton rompu sur quel est votre objectif, comment vous allez vous y prendre. On vous passe au grill pour savoir si vous êtes honnête, quoi. Exactement. Et franchement, il y a cette idée de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de notre témoignage? Et c'est vrai que c'était un travail qui était nécessaire en fait d'expliquer pourquoi on faisait ce reportage et comment on allait le faire. Et finalement, vous avez gagné leur confiance. Tout s'est bien passé dans la nuit, durant le tournage. Ce qui nous a frappé, c'est que pour la plupart, ceux qui mènent cette opération commando sont des novices en la matière. C'est la première fois qu'ils menaient des opérations commando de ce genre. Oui. À la préfecture du Puy-en-Velay, par exemple, ce qui est notable et ce qui a beaucoup expliqué le préfet Yves Rousset, c'est que ceux qui ont attaqué la préfecture, ceux qui ont été interpellés et parfois condamnés, sont des usagers du service public, des habitants de la région, des habitants du Puy-en-Velay. Certains policiers qui ont interpellé ces individus les connaissaient personnellement. Ouais. Ça veut dire que c'est le voisin qui a cédé à la violence. Alors, en effet, c'est un des faits qui est très marquant. Ça a dû être troublant, y compris pour les policiers, pour l'entourage, de s'apercevoir que ça aurait pu être eux, d'une certaine façon, presque. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est que c'est un des faits les plus marquants du mouvement des Gilets jaunes, au niveau local. Merci Sébastien Lafargue. Cette colère a aussi été symbolisée durant cette saison par cette Porsche qui a flambé dans les rues de Paris. En voyant cette image, on s'était interrogé sur la question de savoir s'il n'y a pas en France une forme de jalousie à l'égard du succès, de la gloire. C'était d'ailleurs le titre de notre émission. On se souvient de la polémique sur les hauts salaires dans la fonction publique, un thème qui nous avait amené à enquêter sur la liste des 150 plus hauts salaires de la fonction publique. Irène Bénéfice a cherché à comprendre pourquoi aucun ministre n'avait réussi à réformer cette pratique, malgré une volonté politique affichée. On regarde un extrait de son enquête et on la retrouve bien sûr juste après. Combien gagnent les hauts fonctionnaires? À cette question, on obtient généralement un silence glacial. Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Nous avons trouvé l'un d'entre eux, désormais à la retraite, dans sa Lorraine natale. L'ancien secrétaire d'État au budget de François Hollande, Bonjour. Christian Eckert. Enchanté. Ça va et vous? Merci de nous recevoir. Archives, merci. Donc ça, ce sont les quelques documents dont j'ai emmené une photocopie en disant qu'ils pouvaient servir probablement un jour si certains débats rebondissaient. Il y a des choses sur la Société Générale,
des affaires qui étaient un peu sulfureuses. C'est ça. D'accord. Parmi elles, un document ultra sensible. La liste des plus hauts salaires du ministère des Finances. Je n'ai pas dit de filmer, hein. Les 150 plus hauts salaires de l'année 2015. Il s'agit là, effectivement, de notes avec des numéros d'ordre, des grades et des salaires. Des rémunérations bien plus élevées que les 7 050 € nets qu'il touchait comme secrétaire d'État. Le ministre que j'étais, ou le secrétaire d'État que j'ai été, validait des salaires 4, 5, 6 fois supérieurs aux siens, qui étaient déjà un salaire plutôt confortable. Donc, bien sûr, je me suis posé des questions. Cette liste, qui n'aurait jamais dû être divulguée, la voici. Administrateur des finances publiques, contrôleur du budget, administrateur des douanes. Elle détaille des grades du ministère des Finances et en face, des salaires qui dépassent tous les 150 000 € nets par an. Ça les a rendus fous qu'on publie cette liste-là, qu'on dise combien ils gagnent. Est-ce que c'est trop? J'en sais rien. Ce que je trouve absolument scandaleux, c'est que ce ne soit pas public. Et encore une fois, qu'ils dépensent une énergie considérable à cacher ces rémunérations. Pourquoi dépensent-ils tant d'énergie? Peut-être parce que certains dans la liste gagnent effectivement trop. Et puis en plus, ce sont, ne l'oubliez pas, pour cela, des gens qui collectent l'impôt. Et donc, les gens qui collectent l'impôt gagnent autant, ça peut troubler les Français. Tout en haut du palmarès, en 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France. 255 579 € nets par an, plus de 21 000 par mois. L'ancien secrétaire général de Bercy est aussi en bonne place, avec 188 479 € nets, plus de 15 000 par mois. Aucune grille de la fonction publique ne permet d'atteindre ces niveaux de salaire. Alors Bercy joue sur un système de primes si obscur que même la Cour des comptes ne s'y retrouve pas. En décembre 2017, elle a envoyé cette note au ministère des Finances. Elle y pointe la persistance de pratiques irrégulières en matière d'indemnité. Des primes aux noms jargonneux, comme l'indemnité différentielle ou la modulation. La Cour des comptes juge ces dispositifs de rémunération sans fondement légal. Selon elle, le niveau élevé de la rémunération des administrateurs généraux des finances publiques est difficile à justifier. Bercy n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. La seule chose qu'on ait reçue, c'est une invitation pour une conférence de presse sur le prélèvement à la source. L'occasion d'approcher le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Bonjour, on est une équipe de France Télévisions. Mais le jour J, nous n'irons pas bien loin. Oui. Donc, je ne vais pas pouvoir vous laisser rentrer. Mais pourquoi? J'ai reçu une invitation. D'accord, pour la je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je sais simplement que vous n'avez pas, on ne nous a pas donné l'accord pour venir à cet événement. Nos noms ont été rayés de la liste, sans explication. Les salaires ici, c'est un sujet tabou. Irène Bénéfice, bonsoir. C'est l'extrait le plus visionné de complément d'enquête sur les réseaux sociaux cette année, avec plus d'1,5 million de vues. Bravo, mais ça veut dire aussi que ça intéresse beaucoup les gens qui se passionnent évidemment pour les salaires de ces hauts fonctionnaires. Depuis la diffusion de votre enquête, le chef de l'État a annoncé un certain nombre de mesures, notamment concernant Bercy, avec une réforme à venir. On en est où ? Alors Bercy, c'est effectivement un peu devenu le symbole de la pression fiscale depuis la crise des Gilets jaunes, de la déconnexion entre l'État et la population. Et ça, le président et le gouvernement en sont très conscients. Donc effectivement, en mai dernier, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé un projet de déménagement d'une partie du personnel de la Direction générale des finances publiques,
ça représentera environ 3000 agents, vers la province. Ouais. Il a cité notamment la Creuse, la Bretagne, le bassin minier. Donc l'idée, en fait, c'est de réaliser des économies sur l'immobilier, parce que ça coûte évidemment, ça coûte évidemment beaucoup moins cher à la dans la pression. Creuse qu'à Paris. Oui. Et puis surtout aussi symboliquement, on comprend bien que c'est aussi une façon de dire on désenclave un peu la forteresse, puis c'est comme ça qu'on appelle Bercy. Et puis on répond un peu à ce sentiment de désertification des services qu'on ressent dans beaucoup de territoires. On sait qu'il y a beaucoup d'agences des impôts, par exemple, qui ont fermé dans de nombreuses petites communes. Voilà, donc ça c'est un peu on se rapproche un peu de cette province qui a beaucoup grondé cette année. On en est où exactement? Le projet est en cours? Alors, pour l'instant, on en est juste à l'effet d'annonce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun calendrier qui n'est planifié. Il a annoncé que ça devrait être réalisé d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2022. Mais encore faut-il trouver des agents qui soient d'accord pour être déménagés. Et c'est pas si évident que ça, il n'y a pas forcément beaucoup de volontaires. Et puis, le chef de l'État a également annoncé la fermeture de l'ENA. C'est sérieux? La suppression de l'ENA, c'est sérieux? C'est réaliste? En tout cas, il l'a confirmé récemment, en avril dernier. Donc, c'est vrai que symboliquement, on se dit là aussi que c'est une façon un peu en affichage de donner des gages aux Gilets jaunes. Ça faisait partie des revendications qu'on voyait dans de nombreux cahiers de doléances. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que c'est aussi, il en est diplômé, hein, lui-même en est issu, c'est la grande école, mais c'est vraiment l'élitisme à la française, avec son classement de fin d'année. Ceux qui sortent en premier vont avoir accès au grand corps de l'État, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, et vont former ce que Marie-Lise Lebranchu appelait dans le reportage à la caste un peu des privilégiés qui vont ensuite concentrer tous les pouvoirs au sein de l'État. Donc c'est un peu à cette caste qui veut mettre fin, en tout cas en affichage symboliquement. Je reviens quand même sur cette idée des plus hauts salaires de Bercy. Vous avez récupéré la liste. Ça a été compliqué d'obtenir cette liste. Il y a quelque chose de secret qui entoure cette liste quand même, hein, c'est ce que vous racontez. Ah oui, clairement, ça fait partie. C'est le ministère le plus secret, le plus fermé. C'est vrai que on me l'a communiqué, mais c'est un collègue journaliste qui me l'a communiqué. Et on ne sait évidemment pas la source, on ne sait pas comment lui l'a Exactement, obtenu, mais ce qui est sûr, c'est que c'était très surprenant de voir à quel point, que ce soit compliqué pour nous, on peut l'entendre en tant que journaliste, que ce soit aussi compliqué pour les ministres eux-mêmes du budget d'obtenir cette liste. On voit bien que là, il y a encore un tabou qui n'est pas encore levé. Merci Irène Bénéfice. Alors, un autre symbole fort de la saison a marqué l'actualité encore très récemment, c'est Carlos Ghosn. Lui aussi incarne la richesse, mais aussi une forme de démesure. Regardez ces images, ce sont celles d'un anniversaire célébré à Versailles en 2014, à l'occasion de ses 60 ans, des images qui n'ont été diffusées que très récemment. Ça n'empêche pas, malgré ce faste, Carlos Ghosn d'être considéré comme l'un des meilleurs patrons français, l'homme qui a su faire de l'alliance Renault-Nissan une réussite personnelle, mais aussi industrielle. Mais voilà, depuis, l'homme d'affaires a aussi été rattrapé par la justice japonaise. Nous, on s'est demandé si cette chute n'arrangeait pas aussi un petit peu les objectifs industriels des Japonais. Un extrait de l'enquête de Julien Daguerre, qu'on retrouvera, bien sûr, juste après, dans le fauteuil rouge. Carlos Ghosn a du pain sur la planche. Au cœur des accusations, les résidences luxueuses aux quatre coins du monde dont il aurait profité grâce à l'argent de Nissan. À Rio, un appartement vue mer sur la plage de Copacabana. À Paris, un pied-à-terre de 489 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Mais les enquêteurs japonais s'intéressent surtout à sa maison libanaise qui aurait été financée dans des conditions suspectes. La voici, située dans le Triangle d'Or de Beyrouth. Elle est inscrite au patrimoine historique de la ville. Valeur estimée, près de 9 millions d'euros. La maison rose, plus cette partie blanche avec les arbres que tu vois, c'est à lui. Ça s'arrête là où tu vois plus les pierres, tu vois. Selon ces deux journalistes libanaises, récemment, cette maison aurait fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour plusieurs millions d'euros. Carlos Ghosn occuperait cette demeure depuis 2016, mais impossible de savoir qui en est le réel propriétaire. Mais effectivement, concrètement, elle est au nom de qui? De sa femme, de lui, d'une SCI, de Nissan, d'un truc offshore, enfin on ne sait pas. Pour connaître le patrimoine de Carlos Ghosn au pays du Cèdre, nous avons consulté le registre de l'immobilier du Liban. Le grand patron possède des terres au nord du pays. Depuis 2008, il est actionnaire du château Iksir, une exploitation viticole. Sa cuvée produit près de 500 000 bouteilles par an. En revanche, la fameuse demeure de Beyrouth n'est pas à son nom. D'après ce document du cadastre libanais,
La maison de Carlos Ghosn appartient en fait à une société civile immobilière du nom de Foinos. Selon notre enquête, cette société dépend de fonds d'investissement basés aux îles Vierges britanniques. Un montage financier complexe, au bout duquel nous avons trouvé Zedia Capital. Derrière ce nom un peu barbare, l'une des nombreuses filiales de Nissan. Nous avons récupéré les statuts de cette structure financière. Carlos Ghosn en a été le dirigeant entre 2010 et 2011. Parmi les administrateurs, un certain Grégory Kelly, son bras droit, lui-même mis en examen par le procureur de Tokyo. Selon ce rapport annuel datant de 2016, Zedia Capital dispose alors en ressources de 71 millions d'euros. Pour le journaliste d'investigation Laurent Léger, Zedia Capital n'est ni plus ni moins qu'une coquille vide. Zedia Capital est la filiale de Nissan, qui n'est pas dans les comptes annuels de Nissan, dont les documents ne sont pas déposés à la bourse de Tokyo. Et cette structure a la particularité de pouvoir donner la possibilité à son président d'engager toutes les dépenses qu'il veut sans aucun contrôle. C'est comme ça. C'est une structure de droit néerlandais. Seuls 2 administrateurs peuvent savoir ce que le président fait, et ces administrateurs, visiblement, ont validé les dépenses et validé les engagements financiers sans aucun problème. Donc s'il y a effectivement des dépenses qui ont été faites qui n'étaient pas dans l'intérêt de Nissan et qui auraient été faites dans l'usage personnel de Carlos Ghosn, c'est tout à fait possible et tout à fait crédible qu'elles soient passées par Zedia Capital. Les flux financiers de Zedia Capital intriguent. Officiellement, Nissan connaissait l'existence de cette structure. Mais le constructeur savait-il précisément comment l'argent était utilisé ? Julien Laguerre, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette vaste enquête qui vous avait emmené au Brésil, aux Pays-Bas, au Japon, un petit peu partout à travers la planète, au Liban aussi. Il en est où, Carlos Ghosn, à l'heure où on se parle ? Carlos Ghosn, il ne dort plus en prison. Après avoir passé près de 108 jours en détention à la prison de Kosuge, qui est située au nord-est de Tokyo, il a été libéré une première fois, début mars, contre quand même le versement d'une caution de plus de 8 millions d'euros. Et puis un peu à la surprise générale, 3 semaines après, il a été de nouveau inculpé par les enquêteurs japonais, cette fois-ci pour des soupçons de détournement de fonds de l'argent de Nissan à des fins personnelles. Il est donc retourné en prison pour 21 jours. Il a réussi à obtenir une deuxième libération conditionnelle. Là aussi, il a payé 4 millions cette fois-ci, et avec des conditions de conditionnelles beaucoup plus restrictives, c'est-à-dire qu'il est assigné à résidence, il n'a évidemment pas le droit de quitter le territoire japonais, mais surtout, il n'a plus le droit de rentrer en contact avec son épouse, sauf autorisation express du tribunal de Tokyo. L'épouse de Carlos Ghosn, c'est Carole Ghosn, et elle aussi, elle est un petit peu dans le viseur des enquêteurs. Elle est soupçonnée notamment d'être rentrée en contact avec certains acteurs de ce dossier. Cette affaire est loin d'être terminée. Il n'est pas impossible qu'il retourne en prison, qu'il y ait d'autres épisodes judiciaires. Non, effectivement, ce procès doit se tenir à la rentrée prochaine, et il n'est pas dit qu'effectivement, il ne retourne pas en prison à l'issue de ce procès. Alors, l'Alliance, est-ce qu'elle peut se remettre précisément de tous ces démêlés judiciaires? Il y a l'aspect industriel qui est en jeu, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les relations entre Renault d'un côté et Nissan de l'autre, elles sont extrêmement tendues. L'enjeu majeur pour l'Alliance, c'est la gouvernance. Et les Japonais, depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, ils aimeraient bien récupérer un tout petit peu plus de pouvoir, notamment au sein du conseil d'administration. Et ça, pour le moment, Renault s'y oppose assez fermement, arguant du fait qu'ils sont majoritaires. Ils détiennent 43% du capital. Et donc, ils disent qu'a priori, il n'y a pas de raison pour que les choses évoluent. Si vous rajoutez à ça le fait qu'en plus, certains Français sont montés au créneau il y a quelque temps pour dire que l'arrestation de Carlos Ghosn, c'était le résultat d'un complot ourdi par les Japonais. Il y en a aujourd'hui au sein de l'Alliance qui n'hésitent pas à parler d'un divorce pur et simple possible dans les tout prochains mois entre Renault et Nissan. En tous les cas, vous aviez raconté et on avait mis en évidence le fait que effectivement, ça peut intéresser un peu plus les Japonais, qui avaient un intérêt industriel, et on voit bien que cet intérêt industriel, il est aujourd'hui au cœur de cette problématique et de cette alliance. Récemment, Renault a déclaré avoir l'intention de déposer plainte. Oui,
En fait, Renault, début avril, a révélé les conclusions de son enquête interne, de son audit interne, qui avait été mené suite à l'arrestation de Carlos Ghosn. Il en est ressorti plusieurs choses, notamment que Carlos Ghosn aurait détourné à des fins personnelles pas moins de 10 millions d'euros via la holding néerlandaise de l'Alliance, RNBV. Ces 10 millions d'euros, ils auraient servi notamment à financer l'achat d'un yacht pour Carlos Ghosn. Ces 10 millions auraient servi aussi à financer une partie de la société immobilière de son fils, Anthony. Et puis, vous le montriez dans les images tout à l'heure, la dernière révélation, c'est cet anniversaire somptuaire au château de Versailles, plusieurs centaines de milliers d'euros qui, là aussi, auraient été pris en charge par le groupe Renault. Donc, du coup, le groupe a décidé effectivement de porter l'affaire en justice. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de la personnalité de Carlos Ghosn, de son rapport à l'argent? Cette enquête, elle avait été fascinante. Vous aviez... D'ailleurs, c'est un des plus gros succès de Complément cette année, 1,5 million de téléspectateurs, on ne va pas s'empêcher de le dire. Mais ce qui intéresse, c'est cette fascination qu'on a pour cet homme, quand même, qui a un succès incroyable, mais qui a aussi un rapport compliqué avec l'argent. C'est un capitaine d'industrie qui a connu les plus grands succès, la plus grande gloire, et qui peut-être à un moment donné a été rattrapé par peut-être une forme d'ivresse du pouvoir, où il a oublié peut-être la réalité des choses. Il a perdu peut-être la connexion avec la réalité. Et le rapport à l'argent a fait peut-être partie de cette déconnexion. Merci infiniment, Julien Daguerre. Alors, si les privilégiés sont souvent pris pour cible, c'est également le cas des journalistes. Ça nous a amené à nous remettre en question nous-mêmes avec ce titre un peu provocateur qu'on vous avait proposé. À quoi peuvent encore servir les journalistes? Pour tenter d'y répondre, on avait demandé à l'une de nos reporters, Rola Tarsissi, de partir à Mantes-la-Jolie. Vous vous souvenez des événements à Mantes-la-Jolie? Eh bien, on lui avait demandé aussi de raconter son enquête, ses coups de fil, ses choix au montage, lorsqu'il faut sélectionner 15 secondes seulement parmi des heures de rush. Au cours de cette émission, de cette même émission, Laure Polaise était partie à la rencontre de ceux qui ont une toute autre vision du journalisme que nous. Ils ne sont d'ailleurs pas journalistes eux-mêmes. Ils s'appellent Gilets jaunes reporters. Comment travaillent-ils? Voici un extrait d'un document que l'on avait intitulé Médiamenteur, et on retrouve Laure juste après. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone connecté en 4G pour s'improviser journaliste. Ce même samedi, alors que BFM TV est en édition spéciale, ce citoyen reporter fait son Facebook Live habituel. J'avoue, c'est assez marrant. Vous connaissez Vécu? Le média du gilet jaune. Gabin Formon, lui, n'a pas besoin de se cacher pour faire ses interviews. Sa méthode, c'est de diffuser toutes ses rencontres et ses échanges en temps réel, sans coupe ni montage. Son public peut même commenter en direct via ses bulles à l'écran. Une façon pour Gabin de lutter contre ce qu'on appelle ici la désinformation des grands médias. On parle que des mauvaises choses. On a envie qu'on parle du côté positif du mouvement. Aujourd'hui, on est passé de 85% d'opinion publique favorable par rapport au mouvement à 50%. Comment ça se fait? Ça veut dire que les journalistes, moi je dis pas c'est des collabos ou quoi, en tout cas ils font mal leur travail, ils informent mal les gens. Vous demandez aux journalistes d'avoir un parti pris en faveur des gilets jaunes? Il faut demander aux journalistes d'être juste sans parti pris. Ils montrent les bonnes images et ils montrent aussi les mauvaises images. Les bons moments sont coupés au montage pour favoriser les bagnoles qui brûlent à un moment donné. Ça, c'est pas honnête. Gabin compte plus de 50 000 abonnés. Un public méfiant qui conteste la moindre information donnée par les chaînes de télé. Notamment le nombre des manifestants. Beaucoup de gens qui disent que les chiffres sont faux, donc on va tenter de compter nous. Il tient aussi à se démarquer des médias traditionnels sur le traitement des images de casseurs. Ce jour-là, quand des heurts éclatent près des Invalides, Gabin préfère ne pas s'y attarder. Je suis pas non plus là pour couvrir forcément la violence. Ça dépend quoi. Ça dépend, quand il y en a en face de moi, forcément je la cours. Mais sinon je cours pas après non plus. Voilà, les chaînes de télé s'en occupent. Mais encouragé par certains commentaires sur son live, on va faire demi-tour. Il finit par faire demi-tour. C'est une espèce de tension, on sait pas trop pourquoi. Voilà, ils reçoivent des canettes là. Donc je reste protégé derrière un poteau pour pas me prendre un flashball dans la tronche. Et quand on lui fait remarquer que sa façon de filmer le mouvement est subjective, Gabin assume. Chacun a ses partis pris. De toute façon, un journaliste, quand il fait un sujet, il a forcément son parti pris à lui.
avec le même sujet, on peut dire 15 trucs différents. Donc voilà, après, nous, on est plutôt du côté des gilets jaunes, forcément, puisque on fait partie des citoyens. Hein. Mais on essaye de rester objectif et de ne pas raconter n'importe quoi. Laure Polès, bonsoir. C'est vous qui étiez au contact de tous ces reporters et de ce gilet jaune reporter. Il continue de diffuser aujourd'hui, Gabin? Oui, Gabin, je l'ai eu en ligne récemment, Gabin Formon, qui a créé donc cette page Vécu, le média des Gilets jaunes. Il continue de diffuser régulièrement des lives. Et à l'époque du reportage, il avait 50 000 abonnés. Aujourd'hui, il en est à 80 000. Ah d'accord, donc ça progresse. Ça se développe, ça progresse. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on parle moins d'eux qu'ils ne continuent pas d'avoir une certaine audience et un certain public. Ah non, lui, il y est tous les week-ends. Il continue bénévolement. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il continue de dire? Il raconte sa vie. Il continue de raconter le mouvement des Gilets jaunes. Là, par exemple, il a couvert chaque semaine. Une conférence de presse sur le RIC, etc. Il essaye de continuer, oui, sur ce même élan, et les abonnés suivent. Il y a un vrai appétit aujourd'hui en France pour une autre vision du journalisme? Alors c'est compliqué de le mesurer parce que ces médias alternatifs, par définition, ne sont pas mesurés dans les audiences médiamétrie, par exemple. Le paradoxe, c'est que fondamentalement, les habitudes de consommation n'ont pas changé. C'est-à-dire que maintenant, quelques mois après le plein de la crise, le cœur de la crise des Gilets jaunes, les audiences des chaînes d'information continue, par exemple, sont revenues à ce qu'elles connaissaient avant. Elles ont été très boostées par les manifestations tous les samedis. Et maintenant, elles retrouvent leur tendance d'avant. Donc ce paradoxe, c'est que les Français sont très critiques vis-à-vis de leurs journalistes, mais continuent de regarder les mêmes chaînes d'information. Oui, ils continuent de regarder, mais ça leur permet comme ça de critiquer. Est-ce qu'on connaît la proportion de ceux qui ne consomment que ou essentiellement via Internet et donc toutes les tablettes et les réseaux sociaux, etc. Alors les réseaux sociaux, ça devient effectivement le moyen d'information des jeunes. Les 18-24 ans aujourd'hui disent que sont près de la moitié, 50%, à dire qu'ils s'informent. Ils ne voient pas trop l'intérêt des autres médias puisqu'ils ont tout sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vrai que cette crise a marqué une critique. Plus de la moitié des Français aujourd'hui disent que nous avons mal couvert la crise. Alors pour des raisons qui sont partagées, certains disent que nous avons trop donné la parole au pouvoir, mais d'autres disent que nous avons trop donné la parole aux Gilets jaunes. Et vous savez, Jacques, comme on dit, nous, en fin de reportage, souvent, c'est si personne n'est content, c'est que nous avons fait notre boulot, nous avons donné la parole à tout le monde, et donner la parole aux uns, c'est fâcher les autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au final, 92% des Français trouvent toujours notre métier utile. Bon, nous allons effectivement, c'est rassurant. Est-ce que vous, ça a été difficile pour vous d'une certaine façon, de faire ce sujet, parce que c'est une forme de remise en cause. On est confronté, on travaille avec des journalistes toute l'année. Là, cette fois-ci, on est dans un travail de critique des autres journalistes, mais forcément, ça veut dire qu'on se critique aussi un petit peu. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, ce travail ? Ah oui, c'est compliqué parce que c'est observer dans leur métier des gens qui font le même métier que nous. Même, donc on voit ses défauts en même temps. Oui, voilà, on voit ses défauts. Et je pense que Gabin n'a pas tort quand il dit qu'un journaliste a toujours un point de vue. Oui. Un reportage ne peut pas être objectif. Le but, c'est d'être honnête. Non, mais le but, c'est d'être honnête, de rapporter les faits que nous avons pu capter de la manière la plus objective possible. Mais effectivement, il y a toujours, quand on est à tel endroit d'une manif, on ne voit pas ce qui se passe à l'autre endroit. Et il faut le reconnaître aussi. Et ce qui compte, c'est évidemment de toujours avoir une forme d'honnêteté intellectuelle, même si, évidemment, comme vous le dites, l'objectivité totale, ça ne peut pas exister. Merci infiniment, Laure Polès. Alors, s'il y a un homme sur la planète qui défie les journalistes, c'est bien Donald Trump. Le président américain ne perd jamais une occasion de contester nos choix. Ça contribue même probablement à sa popularité. Donald Trump est aujourd'hui en position d'être réélu dans 2 ans à la Maison-Blanche. C'est ce qui nous avait amené, en début de saison, à vous proposer ce titre choc. Et si Trump avait raison? On se souvient des immenses colonnes de réfugiés sud-américains qui se massent régulièrement à la frontière américaine, tous les étés, et c'était le cas évidemment l'été dernier. Pas de problème pour Donald Trump qui fait de l'immigration son thème favori et en profite même pour en faire un business. Migration Business, c'est une enquête de Thomas Lelong que l'on retrouve évidemment juste après. Dans l'Amérique de Donald Trump, se trame un nouveau western. Au Texas, on ne fait plus fortune avec un flingue à la ceinture. Le nouveau filon, c'est ce type de petite balise accrochée à la cheville et facturée des milliers de dollars à ceux qui les portent. Beaucoup de gens me regardent et quand ils voient ça, ils pensent que je suis un criminel pour le simple fait que j'ai un bracelet électronique et ils me jugent automatiquement. Mais je ne suis pas un criminel. Mon casier judiciaire est vierge. Thomas est né au Mexique il y a 26 ans. Pour avoir pénétré illégalement sur le territoire américain, il a passé plusieurs mois en détention
et payer le prix fort. J'ai dépensé environ $8 000 en tout. Ça comprend le téléphone, la caution, les frais de justice. Ça revient vraiment à très cher quand tu rentres là-dedans. Depuis l'élection de Donald Trump, le nombre de sans-papiers en prison a presque doublé aux États-Unis. En Virginie, à des milliers de kilomètres de la frontière mexicaine, les affaires de Libre, ça ne s'invente pas, se portent à merveille depuis l'élection de Donald Trump. McDonovan a une idée, cibler les migrants qui sont en prison et leur proposer de se porter garant pour qu'ils puissent payer leur caution. Ce call center fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils prennent des appels de personnes en détention ou de leurs familles aux États-Unis et dans le monde entier. Téléconseillers, contrats à la carte. Ici, tout fonctionne comme dans une société d'assurance. S'il est libéré cette semaine, le premier paiement sera en octobre. Et comme chez tous les assureurs, il faut payer pour être couvert. Pour les 6 premiers mois, s'il paie en temps et en heure, et s'il met son bracelet, il n'aura pas à payer la totalité des $50. Une dernière chose à propos de notre service. Il y aura une franchise de $990, qui n'est pas remboursable. Merci d'avoir fait appel à Libre. Pour s'assurer que les migrants ne disparaissent pas sans régler leurs dettes, McDonovan leur impose de s'équiper avec des bracelets électroniques. Ça, c'est les appareils qu'on a utilisés depuis le début. Comme vous pouvez le voir, ils sont de plus en plus petits à mesure que notre entreprise a pris de l'importance et qu'on a pu investir dans la technologie. Le modèle que l'on utilise en ce moment, c'est celui-ci. Et ça, c'est le futur pour nos clients. Il ressemble à de simples montres connectées. Ça marche comme un forfait qui va de $250 par mois à $475 par mois. Et ça, c'est basé sur le montant de la caution. Ce forfait ne couvre pas seulement le coût du bracelet, mais aussi le transport, un service de traduction, une hotline 24 heures sur 24. Les clients doivent aussi s'acquitter de $990 d'honoraires. Ne dites pas à McDonovan qu'il fait fortune sur le dos des migrants. Il se voit plutôt en Robin des Bois. Il a même fait construire dans ses bureaux une fausse salle d'audience de tribunal pour entraîner ses clients à leur procès. Lui aussi est passé par là. À 18 ans, il a été condamné à 7 mois de prison pour escroquerie au chèque falsifié. Quel a été votre chiffre d'affaires l'an dernier ? Nous sommes une entreprise privée. Nous ne sommes pas obligés de rendre public notre chiffre d'affaires. Nous le gardons pour nous, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'an dernier, en 2017, 99% de nos bénéfices ont été réinvestis dans des œuvres de charité. Donc oui, le business fonctionne bien, mais quand je dis qu'il marche bien, c'est pour libérer des gens. Le chiffre d'affaires de Libre s'élèverait à $30 millions par an. Et on se retrouve avec vous, comme promis, Thomas Lelong, après cette enquête édifiante. On avait appris beaucoup de choses à travers ce que vous nous aviez ramené là-bas des États-Unis. On a le sentiment que Donald Trump ne se soucie pas vraiment du sort des enfants. Oui, et d'ailleurs, il y a eu pas mal de drames. Il y a eu 2 enfants, notamment, qui sont morts en détention cette année depuis le reportage. Une petite fille, le 8 décembre dernier, qui a succombé à une septicémie. Et quelques semaines plus tard, un petit garçon de 8 ans, tous les deux d'origine guatémaltèque, pour des raisons inexpliquées. Alors évidemment, ces décès dans ces prisons, dans ces centres pour migrants, ont provoqué un émoi considérable aux États-Unis. Et c'est déjà la question des enfants qui, un an plus tôt, il y a exactement un an, pratiquement jour pour jour, avait provoqué un scandale mondial à l'époque où Donald Trump avait pris une mesure qui avait choqué la planète, qui était de séparer les enfants de leur famille. Et nous, c'est suite à cette mesure qu'on s'est dit, bon, il faut enquêter sur ces prisons privées, sur la façon dont Donald Trump traite ces migrants aux États-Unis. Mais vous saviez que ces prisons privées réussissaient à faire du business? Parce que c'est ce qu'on découvre à travers ce que vous avez découvert. Alors, il y avait quelques articles qui étaient sortis dans la presse américaine à cette époque. Il n'y avait rien en France, et c'est quelque chose qu'on a découvert au fur
fur et à mesure de l'enquête. Et c'était finalement presque plus gros que ce qu'on pensait initialement. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu, de l'argent d'ailleurs qui est en partie reversé derrière au Parti républicain. Et on a le sentiment que ça ne pose de problème à personne. Je parle dans tous les cas des interlocuteurs qui sont plutôt républicains et qui évidemment se font de l'argent sur le dos des migrants. Oui, c'est les États-Unis, c'est un contexte un petit peu différent. L'argent est un peu décomplexifié. Cela dit, il y a des militants des droits de l'homme qui commencent à s'élever. Il y a par exemple le groupe JIO sur lequel on a enquêté. JIO, c'est un empire des prisons privées qui aujourd'hui poursuivi en justice, notamment pour le travail forcé, parce qu'en plus de faire payer la détention et d'être payés par les contribuables américains pour mettre des migrants en prison, ils les font travailler au prix de $1 par jour. Donc aujourd'hui, il y a des actions qui sont entreprises. Pour autant, le groupe JIO se porte très bien. Depuis quelques mois, il y a une nouvelle prison qui a ouvert près de Houston, et selon les chiffres même de l'entreprise, cette prison pourrait générer jusqu'à 44 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Alors, il y a des gens qui sont évidemment choqués, vous le rappeliez, l'été dernier. Mais est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi une forme de popularité à travers cette politique extrêmement dure de Donald Trump à l'égard des migrants? C'est aussi les ressorts sur lesquels Donald Trump a été élu. Cela dit, même au sein du Parti républicain, sur les conditions de traitement qui sont absolument inhumaines et sur les milliards de dollars générés par la politique répressive vis-à-vis des migrants, ça choque. Et d'ailleurs, il commence à infléchir sa politique, notamment sur les séparations des familles, où finalement il est revenu sur sa décision, alors même que sa femme avait pris position publiquement contre. Merci Thomas Lelong. Alors beaucoup considèrent que Donald Trump est un populiste, mais le même type d'homme politique existe aussi en Europe. Avec Matteo Salvini, 6 mois avant les européennes, on avait décidé de s'intéresser à ces mouvements extrêmes avec cette question populiste, faut-il en avoir peur? Et l'une de nos enquêtes, on l'avait consacrée à Matteo Salvini, qui ne semble pas être un phénomène de mode, mais bien quelqu'un qui a tendance à s'ancrer dans le paysage politique européen. Regardez cet extrait du reportage signé Louis Milano-Dupont qui avait rencontré Matteo Salvini, et on se retrouve avec lui juste après dans les fauteuils rouges. Avant tout, permettez-moi de vous dire merci. Voici Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur de l'Italie. Pour les critiques constructives, merci. Et merci aussi à ceux qui insultent sur Internet, sur Facebook, Instagram ou Twitter. Un gros bisou, comme toujours. Aujourd'hui, nous sommes sur le toit du ministère de l'Intérieur. Mais on n'est pas en train de faire les ramoneurs je ne sais où. Le Salvini Show a débuté. 25 minutes, diffusées en direct sur Facebook. Oh, ce parapluie! Allez, je me mouille, on s'en fout. Un stand-up où le ministre détaille son agenda, vante son bilan. Alors là, vous voyez, ce sont tous les biens immobiliers confisqués à la mafia. Un peu théâtral, mais très à l'aise dans l'exercice, il manie l'humour et la provocation au service d'une politique radicale. Priorité aux Italiens, moins d'impôts, plus de sécurité. Sa prochaine mesure, un couvre-feu pour ce qu'il appelle des magasins ethniques. Vous connaissez tous ces magasins devant lesquels il y a des gens qui boivent de la bière jusqu'à 3 h du matin, du whisky, ils foutent le bazar, ils pissent, ils chient. Excusez-moi si on est à une heure de grande écoute et que vous êtes en train de manger un sandwich, mais ils pissent sur le portail ou la porte de la maison, c'est mal élevé. Donc ce n'est pas une initiative contre les magasins étrangers. C'est une initiative pour limiter les abus de certains magasins, presque tous tenus par des citoyens étrangers, là où les gens foutent le bazar. Un dimanche soir, dans un petit village du Frioul, une région du nord-est de l'Italie. Là où la Ligue du Nord a su conquérir un nouvel électorat. Ces Italiens qui ont le sentiment d'être méprisés par l'Europe. La communauté européenne a eu un tort énorme. S'il y a 1000 réfugiés qui arrivent, très bien. Nous sommes 28 ou 27 États, c'est bien ça? Donc chacun doit en prendre en charge. C'est ça le sens des mots, communauté et union. Pas comme ce qu'ils sont en train de faire. Ils considèrent l'Italie comme une poubelle. Dans les urnes, en 5 ans, la Ligue est passée de 4 à 17%, la 3e force politique du pays.
Ce soir-là, des militants historiques, des nationalistes, mais aussi des électeurs de gauche sont venus écouter le capitaine. Au cœur de son discours, toujours la sécurité et la défense de l'identité italienne. Ce gouvernement fera respecter un principe sacro-saint. Nous sommes un pays hospitalier, accueillant, généreux, mais qui a quelques siècles d'histoire, de tradition et de culture derrière lui. Donc à Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Et si ça ne te plaît pas, tu repars d'où tu viens. Si tu n'aimes pas la crèche, si tu n'aimes pas les cloches, si le crucifix te dérange, vas-y, pars. Le monde est grand. 40 minutes de discours, et à chaque fin de meeting, le même rituel. Chacune des 2000 personnes présentes peut repartir avec sa photo aux côtés de Matteo Salvini. Un petit mot pour chacun, une blague, un geste affectueux. Des fans qui deviendront sans doute d'excellents porte-parole. Le marathon des selfies s'achève 1h30 plus tard. J'ai faim. 2 mots, j'ai faim. Vous n'êtes pas fatigué? Si, je suis fatigué. Je suis enrhumé et j'ai la crève. Et je n'ai pas mangé. Et passer du temps comme ça avec les gens, c'est ça le secret de votre succès? Il n'y a pas de secret. C'est juste que tu comprends des choses sur le jeune homme qui vient d'ouvrir son cabinet médical, la maman qui a un fils autiste. En restant au ministère, tu ne peux pas comprendre tout ça. Un ministre de l'Intérieur qui passe 1h30 à faire des photos, c'est pas commun, c'est du jamais vu. Oui, ce n'est pas commun, mais vous voyez, j'ai mes chats, je suis informé, j'ai mes infos, mes points sur la Libye. Donc je suis connecté, même si on fait des photos. Je vous assure que la sécurité des Italiens me tient à cœur. Louis Milano-Dupont, bonsoir. Depuis que vous l'avez rencontré, Matteo Salvini, rien ne l'arrête, son ascension continue. Il a obtenu de nouveaux succès électoraux. Oui, évidemment, et il s'agit du scrutin européen. Les chiffres parlent pour lui. Pour vous donner un exemple, la Ligue du Nord, son parti avait 5 députés lors de la précédente législature. Ils en ont désormais 29. Alors avec près de 35% des voix, Matteo Salvini n'a pas seulement gagné un match européen, mais aussi un match national. Il a presque doublé le score qu'il a fait il y a un an aux élections nationales en Italie et qui lui ont permis d'arriver au gouvernement. On se demandait si c'était un feu de paille quand vous étiez parti à sa rencontre à l'automne dernier. C'est pas un feu de paille, hein. Non, même si en Italie, c'est toujours difficile de le dire. Il y a 2-3 ans, c'est Matteo Renzi, un quadra du centre-gauche, qui incarnait le renouveau de la classe politique et qui a pourtant été balayé du paysage politique italien aussi vite qu'il est arrivé. Et ça, Matteo Salvini l'a évidemment en tête. Il n'a pas du tout envie d'avoir le même destin. Et il se prépare d'ailleurs depuis des années aux fonctions qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire celle de ministre de l'Intérieur et de numéro 2 du gouvernement italien. Vous pensez justement que l'avenir passe par Matteo Salvini ? Il va s'ancrer dans ce paysage ? Sans aucun doute. L'Italie d'abord, les Italiens d'abord, la défense de l'identité chrétienne, la menace de la crise migratoire, même si cette crise était réglée quand il accède au pouvoir l'année dernière. Ces thèmes de campagne ont fait de lui l'homme fort de l'Italie. Il a réussi à renverser les rapports de force. Il a accédé au gouvernement grâce à une alliance. Il était minoritaire. Aujourd'hui, il est majoritaire. Il a donc le pouvoir de faire tomber le gouvernement, de demander de nouvelles élections. Et en Italie, aujourd'hui, on ne se demande pas s'il va le faire, mais quand ? Est-ce que vous diriez que Matteo Salvini est proche de Marine Le Pen ? Alors, évidemment, en tout cas, Matteo Salvini s'est beaucoup inspiré de Marine Le Pen par le passé, notamment pour dépoussiérer, renouveler la Ligue du Nord, son parti qui aujourd'hui d'ailleurs s'appelle la Ligue, qui est passé d'un parti régionaliste à un parti nationaliste. Aujourd'hui, on pourrait dire que la situation s'est inversée. C'est Marine Le Pen qui regarde avec beaucoup d'admiration ce que fait Matteo Salvini. Et Matteo Salvini jongle avec Marine Le Pen. Et parfois, elle doit prendre ses distances. Au contraire, parfois, il doit s'en rapprocher en fonction du calendrier des alliances politiques dont il aura besoin. Je regardais les images tout à l'heure, où il y a une forme de proximité, y compris avec vous, à travers ce reportage. Vous l'avez trouvé sympa, il fait sympa, Matteo Salvini. On a envie de boire un coup avec lui, franchement.
Et c'est le but, c'est ce qu'il veut dégager, c'est son image. Sa stratégie. C'est évidemment sa stratégie, c'est sa communication. Et il fait tout pour essayer de paraître en allant sur la plage, en n'hésitant pas à poser torse nu. Il fait tout pour essayer de paraître comme un Italien, comme les autres. Louis Milano Dupont, merci. L'immigration, on l'a vu, est un sujet de prédilection du leader italien qui prône une politique de fermeté à l'égard des réfugiés. D'ailleurs, fin mars, on vous avait proposé une émission spéciale consacrée au problème du retour des enfants de Daesh en France. Regardez, on avait même installé nos fauteuils rouges en Irak et on avait réalisé l'émission depuis le Kurdistan irakien avec Philippe Lallemand et toute son équipe. Rola Tarsissi et Laure Polaise avaient, elles, effectué un gros travail d'enquête pour tenter de retrouver en France les grands-parents et sur place leurs petits-enfants français qui sont encore, pour certains, dans des camps en Syrie en attendant un hypothétique retour. Alors, faut-il faire revenir les enfants de Daesh, les enfants de ceux qui ont appelé au djihad contre la France ? On va faire le point avec Rola dans un instant sur l'une des questions les plus embarrassantes pour le gouvernement. D'abord, on regarde un extrait de son reportage « Mon petit-fils, ma bataille ». Dans ce no man's land du droit, plus de 400 femmes, de 48 nationalités différentes, attendent que leur pays décide de leur sort. Comment déterminer avec certitude le rôle de chacune sous Daesh ? Cassandra, elle, a retiré son voile. Cette Belge jure en avoir terminé avec l'islam radical. Dans le camp, elle affirme se faire harceler quotidiennement. Les gens, je m'en éloigne le plus possible. Parce qu'ici, vous vivez dans la peur de vous faire agresser. Donc, Vous avez l'impression qu'il y a encore des personnes qui regrettent Daesh et qui sont encore dans ce camp ? Oui, il y en a beaucoup. Ici, ce camp, c'est tout mélangé. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi les pays ne nous ont pas trié. Qui est dangereux, qui n'est pas dangereux. Et moi, personnellement, si j'étais à leur place, je ne reprendrais pas tout le monde. C'est peut-être dégueulasse ce que je dis, mais je ne reprendrais pas tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que l'État islamique comptait sur ses recrues féminines pour faire des enfants et assurer sa pérennité. Entre 2 et 3 par femme, la plupart ont moins de 5 ans et leur avenir semble figé entre les grillages du camp. À Roge, on leur propose notamment des cours d'alphabet, de dessin ou de chant. Bonjour les enfants. Mustapha est le professeur de musique. On reprend la chanson depuis le début. Il se félicite des progrès accomplis en quelques mois. Ces petits n'avaient connu jusqu'alors que le califat, où la mixité était interdite et la musique proscrite. Bravo les enfants, on s'applaudit. Pendant que nous filmons le cours de musique, nous repérons une fillette venue chercher son petit frère. Ils sont français, détenus avec leur mère depuis 1 an et demi. Nous la questionnons en caméra cachée. Ça se passe bien ici ? Ça va ? Toi, qu'est-ce que tu voudrais ? J'aimerais bien retourner en France, voir ma famille et tout, comme avant, partir à l'école, tout. Avoir une vie normale ? J'aimerais bien voir ma famille, ma mamie, tout. Selon nos informations, il y a quelques semaines, le Quai d'Orsay a envoyé discrètement des émissaires à Roge. Ils auraient proposé aux Françaises de rapatrier leurs enfants, mais sans aucune garantie pour elles. C'est le deal qu'a accepté Saïda, ici en rose, la maman des 2 enfants du cours de musique. Nous la filmons à l'insu des gardes. Vous espérez rentrer en France ? Bien sûr. Et vous avec vos enfants ou... Moi, j'ai demandé le rapatriement de mes enfants, mais bien sûr, j'espère les accompagner. D'accord. Mais vous seriez d'accord pour que vos enfants partent sans vous ? Oui, j'ai donné mon accord. Vous avez donné votre accord ? Vous êtes plusieurs à avoir donné votre accord ? Il y a que moi qui ai donné mon accord. D'accord.
Et vous comprenez aussi que les Français sont un peu effrayés Oui, je comprends tout à fait. Après, moi, je sais que la DGSI connaissent mon dossier. Ils savent très bien comment je suis venue. Et ils savent très bien que je suis venue du jour au lendemain, que j'étais pas du tout radicalisée ni rien. C'était parce que j'avais des problèmes familiaux et tout. Donc après, je trouve ça un peu injuste qu'ils ne m'aient pas aidé à repartir. J'ai encore mes papiers français. J'ai tout fait depuis que j'ai posé le sol ici. J'ai posé le pied ici, et j'essaye de repartir, vous voyez. Je me dis, c'est injuste, pourquoi ils ne m'aident pas en fait. J'imagine que ça doit être difficile aussi pour vous de vous dire que vous allez risquer d'être séparés de vos enfants. Vous laissez mieux. Saïda, affiche le camp d'ici. La responsable du camp nous rappelle à l'ordre. Lassées de jouer les geôliers pour les Occidentaux, les autorités kurdes demandent à chaque pays de récupérer au plus vite ses ressortissantes et leurs enfants. Pascal vit dans le nord de la France. Mais depuis 4 ans maintenant, son esprit est ailleurs, en Syrie, là où elle a perdu la trace de ses petits-enfants. Cet employé de mairie est en arrêt de travail. La dépression et les questions obsédantes. Sa petite fille et ses petits-fils sont-ils encore vivants? Et dans quel état? Vous avez des souvenirs ici? Complètement, dans chaque jeu. Puis ma petite fille, je la tenais dans le dos, elle montait là. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Oh, comme tous les gamins, elle montait partout, hein, là, les toboggans, les autres jeux derrière aussi. En 2015, sa fille unique est partie à 26 ans rejoindre l'État islamique, emmenant avec elle ses 3 enfants, toute la famille de Pascal. Ils sont dans l'horreur des bombes et la faim, c'est difficile à... Ouais. On sait qu'ils ont faim, il n'y a plus rien à manger et puis ils sont loin de tout ça, de la vie d'enfant. Hein. Ils sont sous les bombardements, donc... Les parents et grands-parents d'enfants partis en Syrie, eux, se mobilisent. Fini le temps du silence et de la honte. Ça va Pascal? Bonjour Lydie. Tu vas bien? Bonne route? Ouais, ça va. Avec la fin de la guerre, ils se sont organisés en collectif. C'est ainsi que Pascal a fait la connaissance de Lydie, une autre maman qui vit dans le Nord comme elle. Pour aller ramener, quoi. Et qui, comme elle, est dans l'attente de sa fille unique et de ses petits-enfants. Pour les 2 femmes, il est important que leurs petits-enfants rentrent et avec leur mère. Elles souhaitent que leur fille soit jugée en France, ne serait-ce que pour répondre enfin aux questions qui tournent encore dans leur tête. Pourquoi c'est arrivé? Comment ils ont été manipulés? S'ils rentrent, ils vont pouvoir s'expliquer. On aura des réponses à nos questions aussi. Et essayer de comprendre pour que ça ne se reproduise plus. On a besoin aussi pour guérir, pour penser ces plaies, de comprendre ces jeunes. En décembre dernier, Pascal, Lydie et les autres familles ont adressé une requête simple à l'Élysée. Rapatrier tout le monde le plus vite possible. Entendez, Monsieur le Président de la République, notre appel de détresse. Nos enfants et petits-enfants n'ont que trop souffert. Ce sont aussi des enfants de la République. Sauvez ceux qui peuvent encore l'être. Bonsoir, Rola Tarsissi. Les choses évoluent depuis la diffusion de cette enquête. Dans ce dossier, les choses évoluent même très vite. Est-ce qu'on a des nouvelles des enfants de Saïda ? Alors oui, les enfants de Saïda sont rentrés il y a une quinzaine de jours. Il y a eu un groupe d'enfants qui a été rapatrié le 10 juin dernier. Et donc voilà, on a très peu d'informations là-dessus. On sait juste qu'en effet, ils ont atterri à Villacoublay, qu'ils ont été immédiatement pris en charge par des médecins, des psychologues, que c'est l'aide sociale à l'enfance qui aujourd'hui s'en occupe. Alors toute la question, c'est de savoir si la famille de Saïda, en l'occurrence son frère et ses parents, vont pouvoir récupérer leur garde. En général, on rappelle, quand les petits-enfants arrivent, ils sont d'abord pris en charge par les services sociaux avant éventuellement de retrouver une partie de leur famille et en général plutôt les grands-parents dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Dans la plupart des cas, c'est les grands-parents qui souhaitent les récupérer. Parfois, si ils ont été kidnappés, l'autre parent peut demander la garde, mais ça prend énormément de temps pour pouvoir finalement prouver qu'ils sont capables de s'en occuper et que les enfants sont aussi en état d'être pris en charge. Est-ce que vous avez des nouvelles de Saïda qui, elle,
semble-t-il, n'a pas été rapatriée. Ce n'est pas la politique du gouvernement. Non, alors elle attend toujours. Elle m'avait confié qu'elle espérait être rapatriée avec eux. Alors elle nous expliquait effectivement qu'elle n'était pas du tout radicalisée. D'ailleurs, elle fait partie des rares qui ne portaient plus leur voile. Mais effectivement, c'est... Et qui vous avez dit, moi, c'est ce qu'on entend dans le reportage, hein, et qui vous avait dit, mais moi, je suis d'accord pour être séparée et que mes enfants puissent rentrer. Oui, c'est la seule. Alors elle espérait effectivement pouvoir rentrer avec eux. Donc c'est la seule qui avait accepté de signer. Voilà, il reste à savoir si effectivement le gouvernement va accepter de la rapatrier. Mais en fin de compte, c'est le cas par cas. Donc on ne connaît pas vraiment leurs critères. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'homme qui l'a fait venir et qui l'a fait rejoindre les camps de Daesh? Alors, il s'appelle Yassine Saka, plus connu sous le nom de Abou Suleiman El-Faransi. Donc, on sait qu'il fait partie des 11 Français qui ont été condamnés à mort en Irak. Il avait été capturé quelques mois plus tôt en Syrie. Et donc, voilà, aujourd'hui, il attend de savoir si, effectivement, la France va accepter de le rapatrier pour qu'il purge sa peine en France ou si, effectivement, il va être exécuté en Irak. On voit aussi deux grands-parents à la fin du reportage. Oui. Est-ce qu'elles aussi ont pu récupérer leurs petits-enfants? Alors Pascal, bonne nouvelle pour elle, ses enfants sont vivants, ils sont dans un camp et donc elle attend de savoir ce qui va leur arriver. Et Lydie, ces deux enfants ont fait partie du premier rapatriement donc, qui a eu lieu 8 mars, juste avant la diffusion de notre reportage. Ils ont été rapatriés et ils sont pour l'instant toujours avec l'aide sociale à l'enfance. Parce que ce qu'il faut dire, lorsqu'on était parti sur cette enquête, lorsque vous aviez commencé à enquêter, c'est qu'un certain nombre de ces grands-parents n'avaient que peu de nouvelles, ne savaient même pas si certains étaient encore en vie. Alors Pascal et Lydie n'étaient pas au courant, elles ne savaient pas du tout ni si leur fille, ni si leurs petits-enfants étaient encore en vie, ça faisait un petit moment qu'elles n'avaient pas de nouvelles. Est-ce que pour vous, ça a été difficile aussi de faire témoigner tout simplement les grands-parents qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne se laissent pas forcément approcher aussi facilement parce qu'il y a un enjeu pour eux, évidemment? Alors, Laure Polaise a mis énormément de temps à les convaincre. Elle a été les rencontrer à plusieurs reprises. Ça a pris plusieurs semaines. Elle est passée par un collectif de familles. Donc, d'ailleurs, on le dit un petit peu dans le reportage, où il y a eu le temps du silence et de la honte. Et puis, il y a eu le temps, effectivement, des pétitions de voilà, nos petits-enfants n'ont rien fait. On voudrait les récupérer, on voudrait pouvoir s'en occuper. Merci, Rola Tarsissi. Alors, comme vous avez beaucoup travaillé, Rola, cette année, on vous a aussi vu effectuer des prélèvements ADN. Alors pourquoi cette idée? Eh bien parce que aujourd'hui, on peut tout savoir de ses origines, tout connaître de son passé grâce à des tests qui sont tombés dans le domaine public ou presque et qui en tous les cas ne coûtent pas cher. Et si l'on peut tout savoir de son arbre généalogique, eh bien c'est aussi au profit d'affaires criminelles. C'est pour cela que nous avions demandé à Guillaume Couder de partir sur les traces du tueur du Golden State. Une enquête résolue seulement 40 ans après les faits, qui a précisément, le tueur, été trahi par ses gènes. Comment? Eh bien, on regarde un extrait du tueur du Golden State et on se retrouve avec Guillaume juste après. Cette voix, enregistrée en 1978, est celle du Golden State Killer. Un tueur en série et violeur qui a terrorisé la Californie pendant plus de 40 ans. À ma connaissance, aucune affaire n'a touché autant de comtés dans toute la Californie, autant de familles, autant de victimes. Au moins 13 meurtres, d'une extrême violence et plus d'une cinquantaine de viols. La nuit, un homme rôde dans les quartiers pavillonnaires. Il repère ses cibles, puis s'introduit dans leur maison pendant leur sommeil, cagoulé et armé. Il les éblouit avec une lampe torche avant de les agresser sauvagement. Linda Odell s'est trouvée face à face avec le violeur. C'était il y a 40 ans. Elle se souvient de tout. Je me réveille, j'ai la lumière d'une lampe torche dans les yeux. Il dit alors, j'ai un revolver. Il dit à mon mari de se mettre sur le ventre et m'ordonne de lui lier les mains dans le dos. Puis il m'attache les mains, moi aussi, et resserre les nœuds sur mon mari. Et il a aussi attaché ses chevilles. L'homme cagoulé emmène Linda au salon où il la viole. Il reste au moins 2 heures dans la maison. Je suis encore allongée sur le sol. À un moment, il va dans la cuisine fouiller dans le frigo.
il boit une bière, il retourne vérifier si mon mari est bien attaché, il revient me voir et me dit « si tu fais du bruit, je lui coupe les oreilles et je te les apporte ». L'ADN du Golden State Killer reste inconnu. Il ne correspond à aucun nom, aucun visage. Pendant 15 ans, plus rien. Pour tous, le tueur restera impuni. Puis au printemps dernier, l'énigme va se résoudre soudainement. Grâce à la nouvelle passion des Américains pour leurs origines et pour les tests ADN. Des gens partout dans le pays, tout à coup, enregistrent leur ADN dans des bases de données informatiques. L'un des enquêteurs s'est dit « On n'a plus rien à perdre, essayons ça ». Les enquêteurs se lancent. Ils s'inscrivent sur GEDmatch, un petit site en accès libre où sont déposées les données génétiques de plus d'1 million d'Américains. Ses créateurs, 2 retraités, qui veulent aider les inscrits à trouver d'éventuels parents. Ce site web vous permet de retrouver des parents, et tout d'abord des parents vivants, afin que vous en appreniez plus sur votre histoire familiale. Il faut faire un test pour obtenir vos données génétiques. Ensuite, vous les enregistrez sur le site et vous pouvez voir si certaines personnes partagent de l'ADN avec vous, si vous êtes parent. En déposant sur le site l'ADN du tueur, les policiers espèrent trouver des cousins ou des parents éloignés. Ils engagent pour cela une experte en généalogie génétique, Barbara Reventer. Barbara va remonter jusqu'au Golden State Killer grâce à un coup de chance incroyable. Sur GEDmatch, des personnes ont de l'ADN en commun avec le tueur, des cousins éloignés. À partir de ces cousins, elle remonte l'arbre généalogique jusqu'au 19e siècle et parvient à trouver un ancêtre commun avec le meurtrier. Du côté de la branche paternelle, on n'arrivait pas à progresser car elle nous ramenait en Italie. Donc on a travaillé sur l'autre branche où ses ancêtres venaient du Royaume-Uni. À partir de là, Barbara peut reconstituer le reste de la descendance familiale. Il faut ensuite affiner, réduire la liste des suspects potentiels à partir des informations dont elle dispose sur le tueur. À un moment, nous n'avions plus que 6 hommes. J'avais également fait d'autres analyses avec les données ADN du tueur. Elles m'indiquaient que notre homme devait avoir les yeux bleus. Nous avons pris nos 6 candidats et le FBI a regardé leur permis de conduire. Un seul avait les yeux bleus. Barbara tient enfin l'homme qu'elle cherche. Il s'appelle Joseph D'Angelo. Ce retraité de 73 ans, père de 3 filles, vit à côté de Sacramento. Il était policier dans la région. Guillaume Couder, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette enquête fascinante. L'ADN, c'est devenu l'allié des enquêteurs désormais ? Oui, effectivement, depuis les années 80, l'ADN a pris une place prépondérante dans les enquêtes criminelles. En France, par exemple, on dispose du fichier national des empreintes génétiques qui contient environ 3 millions de fiches génétiques. Ce sont les fiches de personnes disparues ou de personnes qui ont commis des crimes ou des délits. Et donc, c'est un outil indispensable aujourd'hui pour les enquêteurs. Alors, les Américains, eux, sont allés encore plus loin puisqu'ils ont mis au point cette technique qu'on a abordée dans le sujet et qui s'appelle la généalogie génétique. Et donc, en fait, qui consiste, en gros, qui permet d'identifier un ADN inconnu en reconstituant, grâce à des banques de données que l'on trouve sur Internet, en reconstituant un arbre familial, un arbre généalogique, et à partir de cet arbre, à trouver la personne qui correspond à un ADN pour lequel il n'y avait pas de nom.
Pour qu'on comprenne bien, c'est l'arbre généalogique qui permet aux enquêteurs de faire le lien avec l'enquête, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, les enquêteurs construisent un arbre généalogique et ensuite essayent d'identifier un ancêtre commun et redescendent dans cet arbre généalogique. Ensuite, font un travail d'enquête classique à partir de témoignages, même des fois de coupures de presse, exactement, du recoupement, les fiches d'état civil. Ils éliminent des suspects les uns après les autres et ils finissent par identifier une personne donc, à laquelle correspond cet ADN et qui pourrait être un suspect dans l'affaire qui les intéresse. Et ce qui est fascinant dans l'enquête que vous avez faite, c'est qu'on voit cette personne qui est presque un enquêteur amateur d'une certaine façon et qui fournit les éléments aux enquêteurs. Ah oui, tout à fait. En fait, celui qui est à la tête du site. Hein. Alors, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas des enquêteurs à la base et qui ont collaboré d'une façon directe ou indirecte d'ailleurs à cette enquête. D'une façon indirecte, c'est ce monsieur qu'on voit avec lequel on discute par Skype qui s'appelle Curtis Rogers et qui donc est le fondateur de ce site, GEDmatch, qui est en fait un site internet, une banque de données sur laquelle les Américains vont déposer leur fiche d'identité génétique pour retrouver des parents. Et c'est une banque en accès libre. Mais ça pose un problème quand même, parce que les gens qui déposent ces informations-là sur ce site internet, elles ne savent pas forcément qu'un jour il y aura un lien avec une enquête éventuelle. Alors, tout à fait, c'est l'une des polémiques qui a éclaté aux États-Unis à la suite de l'arrestation d'un suspect dans le cadre de l'enquête sur le tueur du Golden State, puisque effectivement, l'ADN est ce qu'on a presque de plus privé, quoi. C'est notre code génétique, et certains s'inquiètent du fait que des policiers, et on en a eu l'illustration avec cette affaire, que des policiers puissent utiliser une banque de données sur Internet pour identifier des personnes qui, à leur tour, permettront d'identifier un suspect dans cette enquête. Est-ce qu'il y a d'autres affaires de tueurs en série qu'on voudrait voir évidemment résolues grâce à cette technique ? En un an, donc depuis l'arrestation d'un suspect dans le cadre de cette affaire, plus d'une cinquantaine de suspects dans d'autres affaires ont été interpellés par les forces de l'ordre. À l'inverse, Guillaume, quelles sont les limites de l'utilisation de l'ADN ? Alors, l'ADN, c'est devenu un élément central déterminant dans beaucoup d'affaires, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas fiable à 100%. Ce pour diverses raisons. Sur une scène de crime, un ADN peut être contaminé, il peut aussi y avoir des erreurs techniques qui sont commises dans les laboratoires. Donc voilà, c'est souvent un élément extrêmement probant, déterminant, mais pas fiable à 100%. Et les enquêteurs insistent sur le fait qu'il doit être corroboré par d'autres éléments que l'on a avec des techniques d'investigation plus classiques. Et par l'enquête classique elle-même. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume Couder. L'ADN est aussi une source d'espoir pour les familles qui se disent qu'avec un tout petit indice, elles pourront en savoir un peu plus sur une personne disparue. Nous avions consacré une émission entière à ce phénomène des disparitions, qu'elles soient volontaires ou non. À l'évidence, celle de Tiphaine Véron, partie au Japon en vacances l'été dernier, n'est pas volontaire. Mais voilà, c'est le mystère le plus total dans cette enquête. On ne sait rien de ce qui est arrivé à Tiphaine. Voici un extrait de l'enquête que Nathalie Sapena a pu mener sur place. Et on retrouvera Nathalie juste après pour faire le point sur une enquête qui, elle aussi, évolue presque tous les mois. Attention. En ce mois de décembre, 5 mois après la disparition de leur sœur, Sybille et Damien repartent au Japon, déterminés à maintenir la pression sur les enquêteurs et à les rencontrer. Ils ont pris une semaine sur leurs vacances, sur leurs études. C'est la H18. Sybille est journaliste. Damien, en reconversion professionnelle, fait un master de paysagiste. Mince, j'ai pas vu où on était. Non, 17, c'est la prochaine. Allez. Leur espoir, obtenir que les policiers déclenchent de nouvelles recherches. Ça va, regarde la rivière, on va pouvoir voir. Tu vois, regarde, c'est beaucoup moins dense. On voit que la végétation a changé. Alors, en termes de visibilité, là, des survols en hélicoptère, c'est vraiment le moment idéal. Le parcours leur est familier. C'est leur 3e voyage à Nikko. Damien y a déjà passé 2 mois à arpenter les sentiers et les rivages. Ah non, en fait, ça me fait mal. Je suis trop malade pour la cigarette. J'ai envie d'y aller, là. Ça me saoule d'être là. 2 secondes, Sybille, tu peux être patiente. Ouais. S'il te plaît. Chaque fois que je regarde cette montagne, même si on a été partout, je me dis que peut-être là-bas, Enfin, on se rend compte qu'il y a encore des milliers d'endroits à aller voir.
La police a retracé le trajet de Tiphaine la veille de sa disparition dans cette petite ville de montagne, célèbre pour ses sanctuaires et assaillie de touristes l'été. Elle débarque à la gare le samedi après-midi, comme l'atteste la vidéosurveillance. Puis elle se balade, fait quelques achats dans une supérette. À l'écart du centre touristique, elle opte pour cet hôtel calme. Une chambre au rez-de-chaussée. Le lendemain matin, elle prend son petit déjeuner dans la salle commune. Un client la photographie par hasard. C'est la dernière image connue de Tiphaine. Après, c'est le trou noir. En quête de décryptage, Sybille et Damien ont fait appel à un ancien policier. Tae Ogawa a passé 30 ans dans une brigade criminelle. Il est aujourd'hui consultant dans les médias. Il a suivi l'affaire depuis le début. Les lacunes de l'enquête lui sautent aux yeux. Il aurait fallu faire tout de suite une enquête de proximité, interroger les voisins, les touristes, car la mémoire s'efface très vite pour des détails qui semblent anodins. La police a pu passer à côté d'un témoignage capital. En fait, elle a vraiment commencé à travailler quand la famille est arrivée, bien trop tard. C'est ce retard à l'allumage qui est la cause du ratage de l'enquête. Dans les affaires de Tiphaine, les policiers ont retrouvé son programme, la liste de tout ce qu'elle voulait visiter, temples, sanctuaires, musées. Une pièce importante du dossier qui, selon Tae Ogawa, permet d'emblée d'écarter une première thèse. Elle avait rédigé un planning tellement minutieux. Il suffit de le regarder. Quelqu'un qui planifie son voyage à ce point dans les moindres détails n'a pas l'intention de disparaître. C'est sûr à 100%. Ouais, on est d'accord avec vous. Donc je raye cette hypothèse. Mais ça pourrait être un enlèvement. Oui, pour moi c'est un acte criminel. Mais je pense qu'elle n'a pas été tuée. Mais moi non plus, je pense ça. Non mais moi j'en suis sûre qu'elle est séquestrée quelque part. Mais quel que soit leur grief, Sybille et Damien savent que la police de Nikko reste leur dernier recours. Ce jour-là, au commissariat de Nikko, l'ambassadeur de France en personne fait le déplacement. Il leur a obtenu un rendez-vous avec les policiers, une faveur exceptionnelle. Attends-moi, Sybille. Mais vite alors, j'en ai marre d'attendre. Sybille est particulièrement stressée. Faut pas non plus... La réunion va durer 4 heures et il n'en sortira rien. Pas de nouvelles pistes, pas de nouvelles recherches. Ils sont vidés, abattus. Eux nous ont montré qu'ils étaient de bonne volonté, qu'ils continuaient à faire des choses. Mais après 5 mois, ne pas savoir où le téléphone a pu borner la dernière fois, enfin, c'est terrible. C'est un sentiment d'échec. Bonsoir Nathalie Sapena, vous n'avez jamais cessé d'être au contact de la famille de Tiphaine Véron depuis cette enquête. Est-ce qu'on a plus d'informations aujourd'hui sur ce qui est arrivé à Tiphaine ? 11 mois après sa disparition, l'enquête n'a absolument pas progressé. La famille a réussi à obtenir le rapport de la police qu'elle attendait avec impatience et ce rapport est pratiquement vide. Donc en fait, il n'y a toujours pas d'informations supplémentaires. Pas de piste plutôt qu'une autre. Aucune piste n'est privilégiée par la police japonaise. Le frère et la sœur, Sybille et Damien, sont retournés sur place au mois de mai avec des secouristes français pour explorer 35 km de rivière, explorer à fond, ce qui n'avait pas été fait par la police japonaise ou de façon très superficielle, comme on l'a montré dans le reportage. Et là non plus, ça n'a rien donné ?
Ils ont rapporté quand même des objets, enfin des bouts d'objets, des bouts de tissu, des morceaux de semelles qui sont actuellement expertisés en France. Car en France, l'instruction continue. Et l'espoir de la famille, c'est qu'un jour, des enquêteurs français puissent aller sur place. Mais pour l'instant, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout validée. Et ces bouts de tissu, donc, on ne sait pas aujourd'hui d'où ils viennent, s'ils peuvent avoir un lien ou pas avec Tiphaine Véron. C'est encore évidemment prématuré pour le dire. Il y a des examens en cours. Hein, il y a des examens en cours. Les experts en France ont l'ADN de Tiphaine, donc ils font des comparaisons, mais c'est des bouts de tissu qui ont été récupérés dans la rivière. Donc, en plus, rien ne dit qu'ils aient eu un lien avec Tiphaine, et même s'ils avaient un lien avec Tiphaine, rien ne dit qu'on le trouve. Donc c'est très, très hypothétique. Alors, on se souvient, et c'était fascinant de voir que, et très attachant, très touchant aussi, de voir que le frère et la sœur ont une approche qui est un peu différente à l'égard de Tiphaine. On a le sentiment que, je ne me souviens plus très bien si c'est le frère ou la sœur, mais l'un des deux se disait que peut-être elle était encore vivante et que peut-être que voilà, il était arrivé quelque chose, mais qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. La famille s'accroche à l'idée que Tiphaine est encore vivante et qu'elle est séquestrée quelque part. C'est ce qui les fait tenir, et ce sont des gens qui ne lâcheront jamais, qui chercheront toujours leur sœur, leur fille, puisque Tiphaine a une mère et un père. Oui. Mais donc la maman, aujourd'hui, le frère et la sœur, tous les trois pensent que peut-être elle est encore vivante. Oui, ils s'accrochent à ça, c'est quand même encore très frais, ça fait 11 mois, il n'y a aucune information, donc effectivement c'est la chose qui les fait tenir. Le problème c'est qu'aujourd'hui la famille est à sec, ils n'ont plus d'argent. Leur dernier voyage en mai a coûté très cher, plus de 22 000 €, car il a fallu payer le voyage et aussi rémunérer les sauveteurs qui ont fait les fouilles dans la rivière. Donc voilà, ils cherchent toujours encore des nouveaux dons, ils veulent créer une association. Il faut rappeler, Nathalie, que lorsqu'une enquête comme ça survient, à la demande de la famille, ce sont des enquêtes qui sont poussées par la famille et par la France, elles ne sont pas prises en charge, en fait. Financièrement, tout est à la charge de la famille, en fait. Bah, tout est à la charge de la famille. Il faut payer un avocat au Japon, il faut payer tout ce qui est fait en plus par la famille, puisque la police ne fait pas grand-chose, est à la charge de la famille. Et en ce moment, la mère de Tiphaine vit une épreuve particulièrement pénible, parce qu'elle est en train de vider l'appartement de Tiphaine, parce qu'ils n'ont plus les moyens, à Poitiers, où elle habitait, ils n'ont plus les moyens de payer le loyer. Donc là, c'est une sorte de page qui se tourne, et ils sont vraiment dans une situation très compliquée. Et le combat continue, évidemment, pour la famille de Tiphaine Véron. Merci infiniment, Nathalie Sapena. C'est la fin de cette spéciale de complément d'enquête. À la rédaction en chef, je remercie Clément Castex, Samuel Humez et Nathalie Sapena. Caroline Durand m'a aidé à préparer ces entretiens et à l'élaboration également de tous ces entretiens tout au long de l'année. C'est aussi la fin de la saison. Avant de vous retrouver le 5 septembre, je voudrais remercier tout spécialement Thomas Auro, notre rédacteur en chef, qui va tourner la page de cette émission et se lancer dans une nouvelle aventure. Au nom de toute l'équipe, je le remercie chaleureusement pour sa rigueur, sa clairvoyance et pour tout ce qu'il a apporté à ceux qui, depuis 12 ans, collaborent à Complément d'enquête. Je parle des présentateurs, je parle des reporters, je parle de toutes les équipes de reportage. Et puis un remerciement très particulier à toute l'équipe de Pendant ce temps-là, ainsi qu'à Philippe Lallemand, qui accompagne cette émission depuis ses débuts avec Benoît Duquesne. Du fond du cœur, merci Philippe, merci pour ton amitié, ton attachement à cette émission et ta bienveillance. Moi, je vous dis rendez-vous à la rentrée. Je vous retrouve aussi cet été, tous les jeudis, après Stéphane Bern, pour un nouveau magazine de la rédaction de France Télévisions, intitulé Les Documents de l'info. Je vous souhaite un très bel été sur France 2.